Au début de cette partie, on va voir quelle est son importance tout au long du processus de sélection. Pour commencer, on va voir que l'évaluation classique se divise en une évaluation officielle, pré-registration, et une évaluation post-registration. L'évaluation pré-registration, c'est ce que tout sélectionneur doit assurer avant qu'une variété soit certifiée et commercialisée. Là, il s'agit de mettre en place pour toute espèce le protocole DHS qui prévoit donc que la sémence de la variété doit être distincte, c'est-à-dire parfaitement identifiable par rapport à toute autre variété. Elle doit être homogène, c'est-à-dire toute graine doit générer un individu identique à toutes les autres, voire un individu doit être représentatif de la variété. Elle doit être stable, c'est-à-dire que la variété doit maintenir les mêmes caractéristiques d'une génération à l'autre. Pour les semences de grande culture, il y a un protocole en plus, c'est-à-dire le VCU, Value pour la cultivation et l'usage, dont le principe c'est de démontrer pour une nouvelle variété un avantage de performance par rapport aux variétés actuellement en commerce. Et généralement, il s'agit d'un avantage de productivité ou de qualité. Ces protocoles sont très contraignants lorsqu'on regarde la nécessité de diversification génétique. Et c'est pour ça que le nouveau règlement de l'agriculture biologique a introduit deux concepts fondamentaux. Le premier, c'est le matériel hétérogène biologique. On a vu, il s'agit notamment des variétés populations qui ne doivent pas respecter la DHS, mais au contraire, doivent être hétérogènes et doivent pouvoir évoluer d'une génération à l'autre. Et la variété biologique, pour laquelle on propose d'appliquer un protocole DHS plus souple pour garantir l'accès au marché, par exemple, à des variétés à pollinisation libre qui ne seront pas parfaitement homogènes comme des semences hybrides. Mais comme on disait tout au début, l'évaluation, c'est un processus extrêmement important tout au long du processus de sélection. Chaque étape du processus demande des choix informés et la façon dont on prend ces décisions va influencer le succès et la direction du programme. Et pour ça, je vais partager avec vous ce schéma d'un article scientifique de 2007 qui a fait l'histoire et qui a évalué une trentaine de lignées pures de blé obtenues d'un programme de sélection dans 5 localités. Et dans chaque localité, l'évaluation a été conduite dans un champ conventionnel et dans un champ biologique. Ce que ces graphiques nous montrent, c'est qu'on voit en haut, c'est les 5 variétés les plus productives, soit dans le conventionnel, soit dans le biologique. Et on voit que les variétés les plus productives dans le conventionnel ne sont pas les variétés les plus productives dans le biologique. Voire, parfois, sont des variétés qui sont très peu performantes en agriculture biologique. Cela nous démontre que l'une des causes de la faible productivité des cultures en bio, c'est que les variétés ne sont pas adaptées. Le premier critère d'une bonne évaluation, c'est donc l'environnement où l'évaluation a lieu. Si on veut évaluer des variétés pour leur adaptation à l'agriculture biologique, mieux vaut les évaluer dans un champ biologique. On passe donc à voir quelles sont les principales méthodes d'évaluation. Et on divise ici en 3 concepts: les essais analytiques, les essais décentralisés participatifs et l'observation participative. Les essais analytiques sont généralement des essais classiques en petites parcelles et en conditions contrôlées.
qui génère des résultats très fiables et objectifs, mais avec une limite. Souvent, la validité des résultats est limitée aux conditions de cultivation de l'essai. Il est nécessaire que ces essais soient en station pour assurer l'homogénéité nécessaire à l'essai. Toutefois, on choisit généralement des conditions environnementales non limitantes. Et là, on commence à avoir des divergences par les conditions réelles de cultivation des variétés. Et il n'y a pas seulement ça, mais aussi un autre phénomène qui vient d'être décrit par un article scientifique en 2017. C'est la taille même de la petite parcelle qu'on a dans un essai qui génère un biais. Surtout quand on est dans des régimes agricoles biologiques ou à faible intrant, ce qu'on voit à l'échelle d'une petite parcelle, comme dans un essai, ne va pas être une bonne prévision de ce qui va se passer à l'échelle de plein champ. Notamment, cet article a mis en évidence pour différentes cultures que ce qu'on observait dans les parcelles en termes de résultats d'une variété ou d'une technique de cultivation n'allait pas se reproduire à l'échelle de plein champ si on était en agriculture biologique. Il faut donc non seulement assurer que les essais et l'évaluation soient conduites dans l'environnement plus proche que possible à l'environnement de cultivation, mais aussi ne pas faire trop de confiance aux essais en toute petite parcelle, parce que les conditions de construction de la performance vont changer lorsqu'on passe à une échelle plus grande comme un champ commercial. Pour répondre à ces limites des essais classiques, on développe donc des essais décentralisés participatifs qui permettent de tester des variétés directement au champ d'agriculteurs. Pour faire ça, on mobilise des conceptions expérimentales simplifiées et des analyses statistiques un peu plus complexes. Ce qu'on peut voir avec un exemple sur des essais participatifs de blé, c'est que dans la photo en haut, on voit nettement la différence de compétition du blé contre les adventices, ce qui est très difficile à voir si on est à l'échelle de petites parcelles. En troisième lieu, on a ce qu'on appelle l'observation participative. Là, il s'agit de donner la possibilité aux agriculteurs de tester eux-mêmes ce qu'ils produisent. Et on fait appel aux méthodes dites de sciences citoyennes qui sont peu précises, mais sont fiables si basées sur les grands nombres. Les principes sont de mettre en valeur toute contribution, pour petite qu'elle soit, et souvent on fait recours à des outils numériques pour aider la gestion et l'élaboration des données. ITAB est à présent engagé dans un projet européen où on utilise un de ces outils numériques, appelé SeedLinked, qui se compose d'une plateforme centrale et d'un appli pour smartphone, où tout le monde peut être invité à participer à un essai variétal et à marquer les caractères d'intérêt avec des notations de 1 à 5 pour donner à des résultats et une collection d'informations qui puissent finalement orienter le choix de tous les participants aux essais et d'un public plus large. On mentionnait justement les critères d'évaluation. Après les techniques d'évaluation, il faut bien choisir les critères. Et là, on va voir 3 micro-chapitres très pertinents à l'agriculture biologique ou durable. En premier lieu, l'adaptation. En deuxième lieu, la stabilité dynamique. Et en troisième lieu, on va se poser la question de qui va décider quels sont les critères d'évaluation. En sélection de plantes, l'adaptation peut être large ou spécifique. L'adaptation large, c'est l'objectif de faire en sorte qu'une variété soit cultivable dans le plus vaste environnement possible. C'est la logique de la révolution verte, du paquet technologique,
qui, à partir des années 50, a été le modèle dominant. Les compagnies vendaient des semences très productives et en même lieu, les intrants, les fertilisants et phytosanitaires qui permettaient effectivement à cette productivité de s'exprimer. Si on regarde ce schéma, on imagine une diversité d'environnements avec de différents niveaux de fertilité du sol ou par exemple de différents niveaux de disponibilité d'eau. On voit ici la variété améliorée avec son paquet technologique, avec ses exigences en fertilité et ses exigences en eau. Et on voit que, au lieu d'adapter la semence aux différents environnements, on va adapter les environnements aux exigences de la semence. Au contraire, dans l'adaptation spécifique, on fait en sorte que chaque environnement ait sa variété adaptée et que ça se maintient avec une diversité qu'on peut régénérer avec des échanges de semences, voire migration génique, si on veut remonter aux lois de la génétique des populations. La stabilité dynamique est un concept statistique, une méthode d'analyse qui nous permet d'aborder l'adaptation spécifique sans forcément repenser tout le programme de sélection, ce qui est très difficile du jour au lendemain. Ce dont on a besoin, c'est juste un essai multi-environnement, tester un certain nombre de variétés dans des différents environnements. On obtient donc des graphiques où sur l'horizontale on a la productivité moyenne des environnements et sur la verticale on a la productivité des différentes variétés. Dans ce graphique, on va tranquillement tracer une ligne centrale avec une pente de 1 qui est la moyenne des environnements et on va tracer les lignes de régression des différentes observations de chaque variété. Lorsqu'on trouve des lignes de régression dont la pente est plus faible que la pente de la moyenne environnementale, on dit qu'on a trouvé des variétés qui sont dynamiquement stables. Dans cet exemple concret, sur un essai de blé participatif au Royaume-Uni, on voit ces deux variétés, et ce qui signifie que, au fur et à mesure qu'on bouge d'environnements à forte productivité vers des environnements à faible productivité, la perte de rendement de ces variétés plus stables est moindre que la perte de productivité de la moyenne. Il s'agit de variétés plus résilientes. Ce qui est intéressant à voir, que dans ce cas spécifique, il s'agit d'une variété population et d'un mélange de variétés, donc une démonstration de l'importance de la diversité génétique. Pour voir un peu plus en détail l'importance de l'adaptation spécifique démontrée par la stabilité dynamique, on imagine avoir 3 variétés et la moyenne de productivité des environnements tracée par la ligne bleue. Si on poursuit l'adaptation large, on va préférer une variété dont la productivité évolue comme la ligne bleue et la productivité globale de tous les environnements va être représentée par la surface soumise à la ligne bleue. Si on poursuit au contraire l'adaptation spécifique, on va identifier une variété représentée par une ligne rouge qui est très productive dans les environnements plus fertiles, mais moins productif dans les environnements moins fertiles, et une variété représentée par la ligne verte qui n'est pas productive dans les environnements fertiles, mais qui maintient sa faible productivité dans les environnements peu fertiles. On va donc rajouter à la surface soumise à la ligne bleue un petit triangle dans les environnements moins productifs, vert, et un petit triangle dans les environnements plus productifs avec la variété rouge. C'est-à-dire, la productivité globale va augmenter de ces petits deux triangles. Une petite parenthèse sur qui prend les décisions. Il est très important non seulement de choisir le bon environnement d'évaluation,
il est très important non seulement de choisir les bons critères, il est très important aussi de prendre en compte la diversité de critères apportés par une diversité d'acteurs. Il n'y a pas que les scientifiques ou les techniciens qui décident qu'est-ce qu'il faut regarder. Il y a aussi les agriculteurs, les consommateurs et tout type d'acteurs. Pour démontrer cela, je veux juste mentionner un article où des scientifiques italiens ont comparé l'efficacité de la sélection par des critères décidés par des scientifiques et par des critères décidés par des agriculteurs. Ils ont démontré qu'il s'agissait de petits pois, que l'indice de sélection par les agriculteurs a montré une meilleure efficacité de sélection par rapport à l'indice de sélection par les sélectionneurs professionnels. En particulier, en termes d'amélioration de rendement, les agriculteurs ont gagné un 23% en plus de productivité par rapport aux sélectionneurs. Donc, des connaissances différentes peuvent même avoir des efficacités différentes. Et ça, il faut bien le tenir en compte. On a donc exploré l'importance de l'évaluation non seulement comme dernière étape du processus, mais comme un élément clé du processus de sélection. On en a vu les conditions, on en a vu les critères, et on en a vu l'importance de mettre toute la diversité d'acteurs impliqués autour de la table pour décider les critères et les méthodes. Après avoir vu les principaux concepts de gestion de la biodiversité cultivée et avoir exploré les 3 étapes de génération de variabilité, sélection et évaluation, je voudrais conclure ce module avec des réflexions sur comment on peut transformer un programme de sélection classique dans un programme de sélection-évaluation participative. Le premier concept à tenir à bien se rappeler, c'est que les bases biologiques, génétiques et scientifiques ne change pas. Ce qui change, c'est plutôt l'approche. On va donc rentrer un peu dans le détail de la sélection participative. En premier lieu, il s'agit de raisonner sur un modèle sociotechnique global. Comme je disais, il n'y a pas de technique à changer, c'est plutôt l'approche qui va changer. En premier lieu, on va voir comment le premier concept, c'est de briser la répartition linéaire des tâches et des étapes de sélection. Si l'on prend en considération le programme de sélection dans sa conception classique, on voit que les étapes qu'on vient de voir se développent d'une façon très linéaire. La génération de la diversité, qui est le domaine de sélectionneurs et des chercheurs, et se fait en laboratoire ou dans les stations d'expérimentation. La sélection, qui est le domaine des sélectionneurs et se fait dans les stations expérimentales. L'évaluation, qui est le domaine des techniciens et qui se fait dans les stations expérimentales. Et pour les agriculteurs et dans les fermes, ce qui reste, c'est justement l'usage des produits de la sélection, qui sont généralement des variétés lignées pures ou hybrides. Le premier concept à appliquer, à mettre en œuvre lorsqu'on veut passer d'un programme conventionnel classique à un programme participatif, c'est de prendre toutes ces tâches et les ouvrir à la contribution des agriculteurs et potentiellement des consommateurs et les déplacer aussitôt que possible dans les fermes réelles et dans les environnements de cultivation. Il ne s'agit pas seulement de ça, mais aussi de briser la linéarité du programme conventionnel vers une organisation plus circulaire, comme on voit dans cette figure ici. De l'exploration des ressources génétiques, on génère la diversité. Généralement, là, c'est une opération qui reste domaine des stations d'expérimentation en fonction des demandes techniques, des nécessités, des contraintes techniques. On passe à la sélection, qui peut se faire soit à la ferme, soit en station, à l'évaluation, qui peut se faire en station, mais aussi à la ferme et même dans l'assiette.
à la reformulation des objectifs de sélection par des forums hybrides où les scientifiques partagent leurs réflexions avec les producteurs et les consommateurs, tout en rassurant et en raffermant la boucle avec l'exploration des ressources génétiques pour de nouveaux cycles. Et on voit que chaque étape répond aussi à l'étape précédente et non seulement à l'étape suivante, et que les différentes étapes peuvent se contaminer l'une avec l'autre. Il s'agit de mettre en œuvre aussi un modèle frugal. Pour frugalité, on entend le principe d'obtenir les meilleurs résultats avec le moindre investissement de ressources et financiers. Il s'agit d'une approche très pragmatique où on part de la définition des objectifs, on identifie les contraintes et en conséquence on applique une méthodologie appropriée. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des opérations qui se reproduisent de façon conventionnelle au fil des années. Ce qui est important à considérer en termes de modèle socio-technique global, c'est les 4 dimensions d'un programme d'évaluation ou de sélection participative. Ce qu'on pense généralement, c'est comment imaginer et concevoir le dispositif expérimental et comment collecter et gérer les données. Ce que souvent on oublie, c'est aussi qu'il faut créer et animer des réseaux multi-acteurs et qu'il faut assurer une durabilité économique au programme. Pour avoir un exemple un peu plus détaillé, une inspiration sur comment on monte un programme de sélection participative, on peut voir avec comme contrainte, par exemple, la quantité de graines à disposition, comment on va articuler les méthodes et les opérations et comment on va prioriser ce qu'on peut faire en fonction de la disponibilité de graines. Par exemple, si on a très peu de graines, par exemple un échantillon de banque de semences, la méthode va être sans doute de les reproduire en conditions contrôlées, en station, dans une serre, dans des pots, et les opérations vont prioriser la multiplication de la semence et vont profiter de cette phase de multiplication en conditions contrôlées pour aborder une description phénotypique de ressources génétiques qu'on est en train d'observer. Voilà par exemple avec du blé dans une serre. Quand on commence à avoir peu de graines, mais pas des quantités minimales, il commence à être possible de faire un premier essai de performance. Et on va faire donc un essai d'évaluation dans une localité. Et là, il est conseillable de séparer l'essai d'évaluation de performance de ce qui va être des parcelles de multiplication, parce que les conditions de multiplication doivent favoriser et maximiser la reproduction des graines. Par contre, l'essai d'évaluation veut avoir des conditions le plus proches que possible aux conditions de production. Quand la disponibilité des graines commence à devenir plus importante, il est possible de commencer des essais décentralisés et multilocalités. Et les opérations vont s'orienter sur l'exploration de l'interaction génotype-environnement, à la sélection pour l'adaptation spécifique. Quand on commence à avoir une large disponibilité de graines, notamment pour couvrir des surfaces importantes, il est donc possible de gérer normalement les graines par les producteurs et il est conseillable de commencer aussitôt que possible avec des essais en conditions de ferme réelle. Vous voyez ici comment on passe de la condition contrôlée d'une serre à la condition un petit peu moins contrôlée de microparcelles à des conditions de ferme réelle. Décentralisé et participatif sont deux mots qui vont souvent ensemble, mais il vaut la peine de dédier une minute à clarifier que ce n'est pas forcément le cas. On peut avoir effectivement 4 types de structures d'un programme de sélection.
en fonction de sa centralisation et de la participation. Si on voit un programme centralisé et non participatif, on a, disons, un programme conventionnel où il y a des essais en station qui sont conçus et gérés par des techniciens. Si on veut décentraliser l'essai, on peut donc déplacer l'essai dans un réseau de fermes, mais l'essai va être quand même conçu et géré par des techniciens. Ce qui s'arrive souvent, on loue une surface auprès de certains agriculteurs, on va avec nos machines, on plante l'essai, on va faire les relevés de données, on va récolter. Et il n'y a pas de participation des agriculteurs. Ils se limitent à mettre des surfaces à disposition, souvent en facturant la surface. Donc on aura des essais décentralisés, mais qui ne vont pas être participatifs. Un essai décentralisé peut être participatif lorsque l'essai c'est dans un réseau de ferme, mais c'est conçu et géré en termes de choix de conception, de collecte de données, de protocoles, par les techniciens et les scientifiques, ainsi que par les agriculteurs. C'est là que ça devient participatif, quand c'est conçu ensemble. D'ailleurs, ça peut être participatif, un essai, même si c'est tout à fait centralisé. On peut avoir un essai en station. Imaginez, quand on a très peu de graines, on ne peut que faire un petit essai dans une station à conditions contrôlées. Ce n'est pas une limite à la participation. On peut tranquillement concevoir et gérer l'essai avec des agriculteurs ou des consommateurs et les inviter à des journées de relever des données participatives, même si c'est centralisé dans des conditions contrôlées. Donc voilà, cette matrice est importante pour choisir et assurer la participation dans des différents contextes qu'on ait ou pas la possibilité de décentraliser les essais. On passe donc, pour conclure, à une réflexion sur les possibles modèles économiques qu'on peut appliquer à des programmes de sélection et évaluation participative. Et naturellement, on a une première division entre financement public, financement privé ou modèles hybrides public-privé. On regarde en essence les financements publics et on a deux cas généralement de projets ponctuels. Donc on a un bon financement pendant 3 ans. C'est souvent des financements de bonne envergure, de bonnes enveloppes, mais ils sont de courte durée. Par contre, les programmes de sélection et évaluation sont longs. On peut quand même avoir des financements de longue durée, mais ils sont de plus en plus rares et ils ne vont pas être des enveloppes importantes. On passe donc au financement privé. Ce qu'on trouve très souvent, c'est les financements classiques, corporate. Les grandes compagnies de sélection font ça. Et sur les financements privés, il faut réfléchir sur quel est le principal levier de revenus. Donc dans la sélection commerciale conventionnelle, le principal levier de revenus, c'est la quantité de semences d'une variété qui est vendue. C'est pour ça que même si l'adaptation spécifique c'est globalement plus efficace à une remontée de la performance, comme on a vu dans la partie précédente de ce module, c'est l'adaptation large qui est quand même fonctionnelle à un modèle économique qui a comme levier de revenu la quantité de semences d'une variété qui est vendue. Un deuxième levier de revenu, c'est aussi la propriété intellectuelle, la restriction d'usage sur les variétés et les semences produites de façon classique, par exemple les hybrides. Et tout ça peut poser effectivement des limites à la diversification génétique. En termes de financement privé, quand même, ce n'est pas le seul modèle possible. On en a au moins deux autres. Un premier, c'est le financement au long de la chaîne de valeur. Donc, s'il y a un partenariat entre la sélection et la vente, la consommation dans la filière, et le levier de revenus, là, ça va être essentiellement la croissance et la démultiplication de la filière, qui ne va pas forcément poser des limites à la diversification génétique. Il y a aussi un autre modèle de financement privé qui est le financement pour souscription d'utilisateurs. C'est le cas par exemple de Seedlinked.
On paie une petite cotisation pour accéder à un réseau d'évaluation de sélection. Et là, le levier des revenus est très simple, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc là, vraiment, il n'y a aucune limite à la diversification génétique. Pour terminer, sur les modèles hybrides qui sont sûrement, dans le court terme, la solution la plus abordable, les modèles hybrides public-privé, c'est là où on va chercher, monter des cas de financement public comme pour des startups ou pour des études de faisabilité. On obtient ces financements, qui c'est souvent le financement ponctuel d'un projet, et à partir des toutes premières étapes, on va tout de suite expérimenter avec des modèles économiques hybrides, que ce soit un financement par subscription d'utilisateurs, un financement au long de la chaîne de valeur. Et pour ça, il est très important de monter des projets avec une idée sociotechnique précise et une feuille de route clarifiée dès le début. J'espère que ce module sera utile pour remettre tous les concepts, tous les termes qu'on peut rencontrer lorsqu'on parle de variété, hybride, sélection, dans leur contexte, dans leur cadre scientifique, et aussi qu'on puisse déjà voir un peu au-delà de ce qui sont les approches et les démarches conventionnelles pour imaginer, pour s'inspirer vers des démarches simplifiées, un peu plus créatives, un peu plus circulaires et participatives. Je vous remercie de votre attention.